bienvenue. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez votre corps se détendre complètement. Respirez lentement, profondément. Ce soir, nous allons voyager ensemble vers un pays fascinant, un archipel mystérieux situé à l'extrémité orientale du monde, le Japon. Laissez les mots vous porter doucement, comme une brise légère sur un lac tranquille. Il n'est pas nécessaire de retenir quoi que ce soit. Laissez simplement les images et les faits traverser votre esprit comme des nuages passant dans un ciel étoilé. Le Japon est un archipel composé de plus de 6800 îles. Oui, vous avez bien entendu, plus de 6800 îles dispersées dans l'océan Pacifique, comme autant de petits bijoux posés sur l'eau. Parmi elles, 4 îles principales concentrent la grande majorité de la population et de la vie du pays. Ces 4 îles s'appellent Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku. Honshu est la plus grande, la plus peuplée, celle où se trouve la capitale Tokyo. Hokkaido, au nord, est connu pour ses paysages enneigés et ses forêts profondes. Kyushu, au sud-ouest, est une île volcanique, riche en sources thermales. Shikoku, la plus petite des 4 grandes îles, est célèbre pour son pèlerinage bouddhiste qui suit 88 temples dispersés à travers ces montagnes verdoyantes. Imaginez maintenant ces îles vues depuis les airs. Des montagnes couvertes de forêts sombres descendent vers des côtes découpées où les vagues viennent mourir doucement sur des plages de sable. Des rizières en terrasse s'accrochent au flanc des collines, formant des mosaïques vertes et dorées selon les saisons. Des villages paisibles sont nichés dans des vallées encaissées, et au loin, la silhouette parfaite d'un volcan se découpe sur le ciel. Ce volcan, vous le reconnaissez certainement. Il s'appelle le mont Fuji. Il culmine à 3776 mètres au-dessus du niveau de la mer, et il est considéré comme le symbole du Japon. Les Japonais l'appellent Fujisan, et il est vénéré depuis des siècles comme une montagne sacrée. Chaque année, des centaines de milliers de personnes font l'ascension du Fuji, généralement entre juillet et septembre, lorsque la neige a fondu sur les sentiers. Il existe 5 lacs autour du mont Fuji, les Fujigoko, et leurs reflets sur l'eau par temps calme sont parmi les paysages les plus photographiés au monde. Laissez votre respiration se ralentir encore un peu. Sentez le poids de votre corps sur votre lit, sur votre canapé, où que vous soyez. Vous êtes en sécurité. Vous êtes calme. Continuons notre voyage. Le Japon est habité depuis très longtemps. Les premières traces d'occupation humaine sur l'archipel remontent à il y a plus de 30 000 ans. La plus ancienne culture connue s'appelle la culture Jomon, et elle aurait débuté il y a environ 14 000 ans. Les Jomon étaient des chasseurs-cueilleurs qui fabriquaient des poteries remarquablement sophistiquées. Le mot Jomon signifie en japonais motif de corde, et il fait référence aux décorations faites en imprimant des cordes sur l'argile encore molle. Ces poteries sont parmi les plus anciennes du monde, et certains archéologues les considèrent comme un témoignage extraordinaire de la créativité humaine à une époque très reculée. Après la période Jomon vint la période YKYOI, qui débuta aux alentours de 300 avant notre ère. Les populations YKYOI introduisirent la riziculture inondée, qui allait transformer profondément le paysage et la société japonaise. La culture du riz en terrasse, que nous associons si fortement au Japon, remonte à ces temps anciens. Ce grain précieux, blanc et nacré, est encore aujourd'hui au cœur de l'alimentation japonaise, mais aussi de nombreux rituels et traditions. Le riz n'est pas seulement un aliment au Japon, c'est un symbole de vie, de prospérité, de pureté. Le Japon est gouverné par une monarchie constitutionnelle. L'empereur du Japon est le chef d'État symbolique du pays, et la maison impériale japonaise est considérée comme la plus ancienne dynastie monarchique continue au monde. Elle remonterait, selon la mythologie japonaise, à l'an 660 avant notre ère, lorsque l'empereur Jimmu, descendant de la déesse du soleil Amaterasu, fonda le premier empire japonais. Bien sûr, les historiens situent les débuts certifiés de la lignée impériale beaucoup plus tard. Mais la continuité symbolique de cette maison impériale sur plus de 2000 ans est tout de même remarquable. L'actuel empereur du Japon est l'empereur Naruhito, qui a accédé au trône du Chrysanthème en 2019, succédant à son père l'empereur Akihito, qui abdiqua après 30 ans de règne. Le chrysanthème est en effet le symbole de la famille impériale japonaise. Cette fleur à 16 pétales ornait le trône, les sceaux officiels, les passeports japonais. Elle est tellement liée à la monarchie que l'on nomme parfois le gouvernement japonais le gouvernement du chrysanthème. Mais au Japon, une autre fleur est encore plus universellement aimée et célébrée, le cerisier ou sakura. La floraison des cerisiers au printemps est un événement national attendu avec une impatience joyeuse. Les Japonais organisent des pique-niques sous les arbres en fleurs lors de fêtes appelées hanami,
qui signifie littéralement regarder les fleurs. Ces rassemblements joyeux, souvent arrosés de saké et de bière, célèbrent la beauté éphémère des fleurs de cerisier, dont la durée de vie n'est que de quelques jours à 2 semaines. Cette brièveté même est au cœur de leur beauté. Les Japonais y voient un rappel de la fugacité de toute chose, un concept philosophique et esthétique profondément ancré dans leur culture. Souvent associé au mot mono no awar, qui exprime une sorte de mélancolie douce face à l'impermanence du monde. Votre corps se détend. Vos muscles se relâchent. Sentez comment votre mâchoire, vos épaules, vos mains s'abandonnent peu à peu. Laissez le sol ou le matelas porter tout votre poids. Vous n'avez rien à faire, nulle part où aller. Juste écouter, juste respirer. La langue japonaise est l'une des plus fascinantes et complexes du monde. Elle est parlée par environ 125 millions de personnes, presque exclusivement au Japon. Le japonais utilise 3 systèmes d'écriture différents, souvent combinés dans une même phrase. Le premier s'appelle les hiragana, un syllabaire de 46 signes de base représentant des sons simples. Le deuxième s'appelle les katakana, un autre syllabaire de 46 signes, utilisé principalement pour écrire les mots étrangers. Les noms propres aux noms japonais et parfois pour mettre en valeur certains mots. Le troisième système est celui des kanji, des idéogrammes d'origine chinoise qui représentent des mots ou des concepts entiers. Il existe des milliers de kanji, et un japonais instruit en connaît généralement plusieurs milliers. Le gouvernement japonais a établi une liste de 2136 kanji d'usage courant que tous les élèves doivent apprendre avant la fin du lycée. C'est un apprentissage long et exigeant, qui commence dès le jardin d'enfants et se poursuit pendant toute la scolarité. Malgré cette complexité écrite, le japonais oral est réputé pour sa régularité phonétique. Chaque syllabe se prononce clairement, et il n'existe pas de son difficile pour les francophones, hormis peut-être le R japonais, qui se situe entre le R, le L et le D français. Les mots japonais n'ont pas d'accent tonique aussi marqué qu'en français ou en anglais, mais ils possèdent un système de tons musicaux où certaines syllabes sont prononcées plus haut que d'autres. Ces différences de hauteur peuvent changer le sens d'un mot, comme dans le mot hachi qui peut signifier baguette, pont ou bord selon la tonalité. Le Japon est aussi célèbre pour sa gastronomie, reconnue dans le monde entier et inscrite depuis 2013 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La cuisine japonaise traditionnelle s'appelle washoku, et elle repose sur un équilibre délicat de saveurs, de textures et de couleurs. Les principes du washoku incluent l'utilisation de produits frais et de saison, le respect des saveurs naturelles des ingrédients, la présentation soignée et esthétique des plats. Et une attention particulière à la nutrition et à la santé. La plupart des repas japonais sont construits autour d'un bol de riz, d'une soupe miso, de légumes marinés appelés tsukemono, et d'un ou plusieurs plats de poisson, viande ou légumes. Parmi les plats japonais les plus connus à l'international, le sushi occupe bien sûr une place de choix. Mais saviez-vous que le sushi tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec du riz vinaigré et du poisson cru posé dessus, est relativement récent ? Cette forme, appelée nigiri-sushi, s'est développée à Edo, l'ancien nom de Tokyo, au début du XIXe siècle. Elle représentait à l'époque une sorte de street food, une nourriture rapide vendue dans des échoppes de rue. La forme encore plus ancienne du sushi, appelée nare-sushi, consistait à fermenter du poisson dans du sel et du riz pendant des mois, voire des années. Ce procédé de fermentation permettait de conserver le poisson avant l'invention de la réfrigération. Le nare-sushi est encore produit dans certaines régions du Japon, notamment le funazushi du lac Biwa, qui se conserve parfois plusieurs années et possède un goût extrêmement prononcé. D'autres spécialités japonaises ont conquis le monde entier. Les ramen, ces nouilles en bouillon souvent agrémentées de chashu, porc braisé, d'œufs mollets marinés, de nori et de bambou mariné, font désormais l'objet d'une véritable dévotion gastronomique internationale. Il existe d'innombrables styles régionaux de ramen au Japon, le tonkotsu de Fukuoka, au bouillon riche et laiteux fait d'os de porc, le soja de Tokyo, plus léger et plus salé, le miso de Sapporo. Parfumé et réconfortant. Des passionnés font des pèlerinages à travers tout le Japon pour déguster les meilleures variations de ce plat apparemment simple mais en réalité extraordinairement complexe. Votre esprit dérive doucement. Les images s'estompent. Laissez chaque mot être comme une vague douce qui monte et se retire. Vous n'avez besoin de rien. Vous êtes en paix. Le Japon est aussi l'un des pays les plus urbanisés au monde. Tokyo est la plus grande aire urbaine de la planète, avec une population métropolitaine d'environ 37 à 38 millions de personnes. Pour donner une idée de cette concentration humaine extraordinaire, savoir que la seule préfecture de Tokyo, qui n'est pourtant pas immense, abrite environ 14 millions d'habitants.
La région métropolitaine de Tokyo-Yokohama est une mégalopole tentaculaire qui s'étend sur des dizaines de kilomètres et concentre une part considérable de l'économie, de la culture et du pouvoir politique du Japon. Et pourtant, cette ville gigantesque est connue pour être l'une des plus propres, des plus sûres et des mieux organisées au monde. La propreté est une valeur profondément ancrée dans la société japonaise. Dans les écoles japonaises, les élèves nettoient eux-mêmes leurs salles de classe, leurs couloirs et leurs cours de récréation. Il n'y a pas de personnel d'entretien dans la plupart des écoles, ce sont les enfants eux-mêmes qui balaient, lavent et rangent. Cette pratique, appelée osoji, leur enseigne le respect de l'espace partagé et la responsabilité collective. En ville, on ne voit pratiquement jamais de papier ou de déchets par terre, même dans les quartiers les plus animés. Curieusement, il y a très peu de poubelles publiques dans les rues japonaises, notamment depuis les attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, qui avaient poussé les autorités à retirer les poubelles pour des raisons de sécurité. Les Japonais emportent tout simplement leurs déchets avec eux jusqu'à chez eux ou dans les rares points de collecte. La sécurité au Japon est effectivement remarquable pour une grande métropole. Le taux de criminalité y est parmi les plus bas du monde. Les oublis d'objets sont régulièrement rapportés aux objets trouvés, des portefeuilles entiers avec argent liquide, des téléphones, des valises. La confiance dans la société est palpable. Les gens laissent leurs vélos non cadenassés, leurs affaires sans surveillance dans les cafés. Cette culture de l'honnêteté et du respect est profondément liée aux valeurs sociales japonaises, à la notion de taji, ou honte, qui décourage fortement les comportements déviants, et à une cohésion sociale qui valorise le bien commun sur l'intérêt individuel. Le système de transport japonais est légendaire pour sa ponctualité et son efficacité. Le réseau ferroviaire japonais est l'un des plus denses et des plus utilisés au monde. Les trains sont toujours à l'heure, ou presque. Le retard moyen d'un train sur les lignes Shinkansen, les fameuses lignes à grande vitesse, est inférieur à 1 minute par trajet. Des excuses officielles sont présentées aux voyageurs lorsqu'un train a plus de quelques minutes de retard, même si ce retard est dû à des conditions météorologiques exceptionnelles. Le Shinkansen, surnommé train à grande vitesse ou train-balle dans les langues occidentales, a révolutionné les transports japonais depuis son lancement en 1964. Juste à temps pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Il roule aujourd'hui à des vitesses allant jusqu'à 300 km/h, reliant Tokyo à Osaka en 2h30 environ, une distance de 550 km. En plus de 60 ans d'exploitation, le Shinkansen n'a connu aucun accident mortel imputable aux trains eux-mêmes. C'est un record de sécurité extraordinaire, notamment au regard des nombreux tremblements de terre qui secouent le pays. Car le Japon est une terre sismique parmi les plus actives du monde. L'archipel est situé à la jonction de plusieurs plaques tectoniques majeures, la plaque eurasienne, la plaque nord-américaine, la plaque philippine et la plaque pacifique. Cette position géologique particulière explique l'intense activité sismique et volcanique du Japon. On compte en moyenne environ 1500 séismes perceptibles par an dans l'archipel, bien que la grande majorité soit de faible magnitude et passe inaperçus. Les grands tremblements de terre meurtriers restent heureusement rares, mais leur puissance potentielle est immense. Le tremblement de terre de Kanto de 1923, l'un des plus dévastateurs de l'histoire du Japon, fit plus de 100 000 victimes dans la région de Tokyo. Plus récemment, le séisme de Tohoku en mars 2011, suivi d'un tsunami catastrophique, causa plus de 15 000 morts et déclencha la crise nucléaire de Fukushima. Face à cette menace permanente, les Japonais ont développé une culture de préparation et de résilience face aux catastrophes naturelles qui est unique au monde. Les bâtiments sont construits selon des normes parasismiques parmi les plus strictes qui soient. Les exercices d'évacuation sont réguliers, à l'école comme au travail. Les autorités ont mis en place des systèmes d'alerte précoce sophistiqués qui peuvent envoyer des alarmes sur les téléphones mobiles quelques secondes avant qu'une onde sismique n'atteigne une zone. Ce délai de quelques secondes peut sembler dérisoire, mais il est suffisant pour se mettre à l'abri, ralentir les trains, arrêter les opérations chirurgicales. La construction parasismique, les systèmes d'alerte et la préparation civile font du Japon l'un des pays les mieux armés au monde pour faire face au séisme. Votre respiration est lente et régulière. Vos paupières sont lourdes. Laissez les mots vous bercer comme une musique douce. Il n'y a rien à faire, rien à résoudre, rien à retenir. Juste ce moment de paix. La nature occupe une place centrale dans la sensibilité japonaise. Le pays possède de nombreux parcs nationaux et zones protégées, et malgré une densité de population élevée, une grande partie du territoire reste couverte de forêts. Environ 2/3 de la superficie du Japon est encore boisée, ce qui est remarquable pour un pays aussi peuplé et industrialisé.
Ces forêts sont le domaine des ours noirs du Japon, des tanuki, ces petits canidés omnivores ressemblant à des ratons laveurs qui occupent une place importante dans le folklore japonais. Des seka, ces cerfs gracieux qui peuplent notamment Nara, et de nombreuses espèces d'oiseaux. Nara, ancienne capitale du Japon, est célèbre dans le monde entier pour ses cerfs en liberté. Ces cerfs qui se promènent librement dans les rues et le parc de la ville sont considérés depuis l'Antiquité comme des messagers divins. Ils n'ont pas peur des humains et approchent volontiers les visiteurs qui tentent des feuilles de riz spécialement conçues pour eux, appelées shika-sanbei. C'est une expérience unique au monde, se retrouver dans une ville où des cerfs sauvages déambulent entre les temples millénaires et les passants. Vous regardant avec leurs grands yeux doux et s'inclinant légèrement si vous vous inclinez aussi, comme si une complicité ancienne s'était tissée entre eux et les humains. Nara fut la capitale du Japon au 8e siècle. C'est là que fut construit le Todeji, le grand temple de l'Est, qui abrite l'une des plus grandes statues de Bouddha en bronze du monde. Le grand Bouddha de Nara, appelé Debutsu, mesure environ 15 mètres de haut et pèse plusieurs centaines de tonnes. Il est enfermé dans le Debutsu-den, la salle du grand Bouddha, qui est l'un des plus grands bâtiments en bois du monde, bien que la structure actuelle soit plus petite que l'original. Qui fut détruit par des guerres et des incendies au fil des siècles. La statue originale fut fondue au 8e siècle et nécessita une telle quantité de cuivre et d'or qu'on dit qu'elle épuisa presque entièrement les réserves de ces métaux au Japon à cette époque. Le bouddhisme arriva au Japon depuis la Chine et la Corée au 6e siècle de notre ère, et il transforma profondément la société et la culture japonaise. Il coexiste au Japon avec le shintoïsme, la religion indigène du pays. Dans une harmonie qui peut sembler paradoxale mais qui reflète la capacité des Japonais à embrasser des systèmes de croyances multiples et complémentaires. Le shintoïsme est une religion animiste qui vénère les kami, des esprits ou divinités présents dans les phénomènes naturels, les lieux, les objets, et parfois les êtres humains décédés. Les sanctuaires shinto, que l'on reconnaît à leur torii, ces portiques vermillons si caractéristiques, jalonnent tout le pays. On en compte environ 80 000 dans l'archipel. Le plus célèbre est peut-être le sanctuaire d'Itsukushima, situé sur l'île de Miyajima, dont le grand torii vermillon semble flotter sur la mer à marée haute. Cette image est l'une des plus iconiques du Japon. La religion au Japon est vécue de manière très différente de ce que connaissent les Occidentaux. La plupart des Japonais ne se considèrent pas comme pratiquants d'une religion en particulier, mais ils participent aux rituels shintoïstes et bouddhistes selon les occasions. On visite un sanctuaire shinto pour le Nouvel An, on célèbre des funérailles selon le rite bouddhiste, on organise un mariage occidental dans une chapelle pseudo-chrétienne. Cette approche pragmatique et non exclusive de la spiritualité est caractéristique de la société japonaise. Il n'y a pas de contradiction à prier à la fois au kami et au Bouddha, à allumer des bâtons d'encens dans un temple bouddhiste le matin et à passer sous un torii shinto l'après-midi. Votre esprit s'allège. Les pensées se dissipent comme de la vapeur dans l'air du matin. Vous êtes en train de vous endormir, doucement, paisiblement. Laissez les images du Japon continuer à défiler derrière vos paupières closes. La culture japonaise a produit de nombreuses formes artistiques d'une grande sophistication. L'une des plus connues en Occident est le théâtre no, l'une des formes théâtrales les plus anciennes du monde, dont les origines remontent au XIVe siècle. Le no est un art extrêmement stylisé et codifié, dans lequel les mouvements des acteurs sont lents et mesurés, les masques expressifs et inquiétants, les costumes élaborés et lourds de symboles. Les pièces de no puisent souvent dans la mythologie japonaise, les contes de fantômes et les histoires de guerriers. Les représentations peuvent durer plusieurs heures et se déroulent dans un silence et une attention totale du public. Parallèlement au no se développa le kyogen, un théâtre comique et populaire souvent joué entre deux pièces de no pour soulager la tension émotionnelle de l'auditoire. Le kabuki, apparu au XVIIe siècle, est plus spectaculaire et accessible, avec ses costumes extravagants, ses maquillages frappants en rouge et blanc et noir. Ses effets spéciaux de scène et ses acteurs tous masculins. Le rôle des femmes dans le kabuki est traditionnellement joué par des hommes spécialisés dans l'art féminin, appelés onagata. Leur maîtrise des gestes, de la voix et de la démarche féminine atteint un niveau de perfection qui dépasse parfois la réalité. La littérature japonaise est également d'une richesse extraordinaire. Le Janji Monogari, ou le dit du Janji, écrit par Murasaki Shikibu au début du XIe siècle, est souvent considéré comme le premier roman de l'histoire de la littérature mondiale. Son auteur était une dame de cour à la cour impériale de Heian, l'ancien Kyoto. Elle y décrit la vie fastueuse et sentimentale de la noblesse de son époque à travers les aventures amoureuses du prince Janji. Ce roman de plus de 1000 pages, d'une finesse psychologique remarquable, décrit avec précision les codes sociaux, les arts, la musique.
La poésie et les intrigues politiques d'une cour impériale japonaise voilà 1000 ans. Il est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre absolus de la littérature mondiale. La poésie japonaise est elle aussi d'une grande richesse. Le haïku est peut-être la forme poétique la plus connue dans le monde. Ce petit poème de 17 syllabes, réparti en 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes, cherche à capturer un moment fugitif de la nature ou de l'existence en quelques mots choisis avec une économie extrême. Le grand maître du haïku est Matsuo Basho, qui vécut au XVIIe siècle et parcourut le Japon à pied pour trouver l'inspiration dans la nature sauvage. Son haïku le plus célèbre décrit une grenouille qui saute dans un vieux étang, et le son de l'eau. En quelques syllabes, il évoque une solitude paisible, l'instant qui s'échappe et la permanence de la nature. Les arts visuels japonais ont également exercé une influence considérable sur l'art occidental. Les estampes ukiyo-e, ces images du monde flottant représentant des scènes de la vie quotidienne, des paysages et des beautés féminines, inondèrent l'Europe à la fin du XIXe siècle et fascinèrent les artistes impressionnistes et post-impressionnistes. Van Gogh copiait des estampes de Hiroshige et de Utagawa Kuniyoshi. Monet collectionnait des centaines d'estampes japonaises. L'influence du japonisme, comme on appelait cette fascination pour l'art et la culture japonaise, se retrouve dans les œuvres de Degas, de Toulouse-Lautrec, de Klimt et de bien d'autres artistes de cette période féconde. Katsushika Okuze, l'auteur de la célèbre Grande Vague de Kanagawa, qui représente une vague menaçante avec le mont Fuji en arrière-plan, est peut-être l'artiste japonais le plus universellement reconnu. Cette image, produite vers 1831, est reproduite sur des millions de t-shirts, de tasses et de posters à travers le monde. Sentez la douceur du moment présent. Votre corps est lourd et détendu. Votre esprit flotte. Laissez les images du Japon vous emmener loin, dans ce pays de cerisiers et de temples, de rizières en terrasse et de forêts sombres. La technologie et l'innovation sont au cœur de l'identité moderne du Japon. Après la défaite de la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction de l'économie dans les années 1950 et 1960, le Japon est devenu l'une des économies les plus avancées et les plus technologiques du monde. Les marques japonaises sont omniprésentes dans nos vies. Sony, Toyota, Honda, Panasonic, Canon, Nintendo, Yamaha. Ces entreprises ont révolutionné l'électronique grand public, l'automobile, la musique, le jeu vidéo. Le Walkman de Sony, introduit en 1979, a changé pour toujours notre rapport à la musique portable. Les consoles de jeux Nintendo, dont la Game Boy et la Super Nintendo dans les années 1980 et 1990, ont défini l'enfance de toute une génération à travers le monde. Les robots japonais sont parmi les plus avancés du monde, et le Japon est l'un des pays qui utilise le plus de robots dans son industrie manufacturière. La robotique au Japon dépasse le domaine industriel. Des robots humanoïdes comme Asimo de Honda ou HRP de l'AIST ont fasciné le monde entier avec leur capacité à marcher, courir, monter des escaliers et interagir avec les humains. Les Japonais entretiennent avec les robots une relation singulière. Là où certaines cultures y voient une menace ou une étrangeté, les Japonais les perçoivent souvent avec affection et curiosité. Cette attitude est peut-être liée au shintoïsme, qui voit des esprits dans tous les objets, ou au fait que le pays est confronté à un vieillissement démographique accéléré et voit dans les robots une solution potentielle pour prendre soin des personnes âgées. Le vieillissement de la population est en effet l'un des défis majeurs du Japon contemporain. Le Japon est le pays du monde avec la plus forte proportion de personnes âgées de plus de 65 ans. Environ 30% de la population a dépassé cet âge. Le taux de natalité est très bas, environ 1,2 enfants par femme, loin du seuil de renouvellement de la population qui est de 2,1. Cette situation démographique crée des défis économiques et sociaux immenses. Qui va payer les retraites? Qui va travailler dans les usines et les hôpitaux? Qui va s'occuper des personnes âgées? Les Japonais vivent par ailleurs très longtemps. L'espérance de vie est d'environ 84 ans pour les femmes et 78 ans pour les hommes, parmi les plus élevés au monde. Il existe dans certaines régions du Japon une concentration exceptionnelle de centenaires. L'île d'Okinawa est célèbre pour sa population particulièrement longévive, et les chercheurs ont étudié les habitudes alimentaires, sociales et de vie des habitants pour comprendre les secrets de cette longévité extraordinaire. Il y ressort que la diète traditionnelle d'Okinawa, riche en légumes, en tofu, en poissons et pauvre en calories, associée à des liens sociaux forts et à une activité physique régulière même à un âge avancé, contribue à une santé et une longévité exceptionnelles. La cuisine japonaise en général est souvent citée comme l'une des plus saines au monde.
Elle est riche en poissons et fruits de mer, en légumes variés, en soja sous toutes ses formes, tofu, miso, sauce soja, edamame, et relativement pauvre en graisses saturées. Le thé vert, omniprésent au Japon, est chargé d'antioxydants. Les portions sont généralement plus petites qu'en Occident, et il existe un concept culturel appelé hara hashibu, qui consiste à arrêter de manger quand on est rassasié à 80%, sans aller jusqu'à la plénitude totale. Cette pratique, associée à une alimentation variée et équilibrée, contribuerait à la faible prévalence de l'obésité au Japon, qui est l'un des pays développés avec le taux d'obésité le plus bas du monde. Votre souffle est calme et profond. Les images du Japon se font de plus en plus douces, de plus en plus lointaines. Vous êtes à la frontière du sommeil. Laissez-vous glisser. La saison des cerisiers en fleurs dure si peu de temps. Les pétales roses et blancs tombent au moindre souffle de vent, couvrant le sol d'un tapis délicat et éphémère. C'est peut-être pour cela que les Japonais les aiment tant, parce qu'ils savent que cette beauté ne durera pas. Parce que dans leur disparition même réside leur splendeur. Ce sentiment de la fugacité des choses, ce mono no awa dont on parlait tout à l'heure, traverse toute la culture japonaise. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette contemplation de ce qui passe. L'art des jardins japonais est lui aussi imprégné de cette philosophie. Les jardins japonais ne cherchent pas la symétrie ou l'ordre géométrique que l'on trouve dans les jardins à la française, par exemple. Ils cherchent à reproduire et à distiller l'essence de la nature, à créer des paysages où l'œil se promène sans jamais être arrêté par une ligne trop droite ou un angle trop vif. Les pierres, l'eau, la mousse et les plantes soigneusement sélectionnées et disposées créent des mondes miniatures, des espaces de méditation et de contemplation. Le jardin de Kenrokuan à Kanazawa est considéré comme l'un des 3 plus beaux jardins du Japon. Il tire son nom de 6 qualités qui, selon une tradition esthétique chinoise, ne peuvent normalement pas coexister dans un même jardin mais qui sont ici miraculeusement réunies. La grandeur et l'intimité, l'artificialité et l'aspect naturel, la richesse et la simplicité. Les jardins zen, ou kare-sensui, jardins secs, sont peut-être les plus célèbres dans le monde. Ces jardins sans eau ni végétation, composés uniquement de graviers soigneusement ratissés pour imiter les ondulations de l'eau, et de rochers soigneusement choisis pour leur forme et leur emplacement, sont des espaces de méditation pure. Le plus célèbre de tous est le jardin de Ryoanji à Kyoto, un rectangle de gravier blanc parsemé de 15 pierres de différentes tailles. Ces 15 pierres sont disposées de telle sorte que, depuis n'importe quel point de la galerie de bois qui borde le jardin, il est impossible de les voir toutes en même temps. Une pierre est toujours cachée par une autre. Certains y voient une métaphore bouddhiste de l'imperfection inhérente à toute perception humaine, de l'impossibilité d'embrasser la totalité de la vérité d'un seul regard. Ce jardin, créé à la fin du XVe siècle, continue de fasciner et d'intriguer les visiteurs du monde entier. Kyoto, ancienne capitale impériale du Japon de 794 à 1868, est un trésor vivant de l'architecture, de l'art et de la culture japonaise traditionnelle. La ville compte plus de 1700 temples bouddhistes et plus de 400 sanctuaires shinto, dont 17 sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Fushimi Inari-taisha, sanctuaire consacré au dieu du riz et de la prospérité, est célèbre pour ses milliers de torii vermillons qui s'enchaînent en tunnels sinueux sur les flancs boisés de la montagne Inari. Le spectacle de ces portiques orange-rouge se succédant à perte de vue dans la forêt est d'une beauté presque irréelle, comme une porte ouverte sur un autre monde. Le quartier de Gion à Kyoto est le cœur de la culture des geishas. Ces artistes féminines hautement qualifiées, dont le nom complet Geiko désigne les geishas pleinement formées de Kyoto, consacrent des années à maîtriser des arts comme la danse traditionnelle, le chant, la cérémonie du thé, la conversation raffinée et le jeu du shamisen, un instrument à 3 cordes. La maîtrise de leur art commence souvent dès l'enfance, et le processus d'apprentissage, durant lequel elles s'appellent Meko, peut durer 5 ans. Les geishas dans leur plein épanouissement portent des kimonos élaborés d'une valeur pouvant dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros, un maquillage blanc et soigneusement codifié, et d'élaborées coiffures ornées d'épingles et d'ornements saisonniers. Apercevoir une Geiko ou une Meko dans les ruelles pavées de Gion au crépuscule est une expérience que les voyageurs à Kyoto gardent longtemps dans leur mémoire. Le kimono est lui-même un sujet de fascination inépuisable. Ce vêtement traditionnel en forme de thé, drapé autour du corps et maintenu par une large ceinture appelée obi, est un objet d'art à part entière. Les techniques de teinture et de broderie utilisées dans la fabrication des kimonos les plus précieux sont extrêmement élaborées et transmises de génération en génération. La technique Nishijin-ori, originaire du quartier Nishijin de Kyoto, est un tissu de soie tissée dont les fils sont teints avant d'être tissés.
permettant la création de motifs extrêmement complexes et chatoyants. Un kimono de cérémonie en Nishijinori peut prendre plus d'1 an à fabriquer et coûter des sommes astronomiques. Bien que le kimono ne soit plus le vêtement quotidien de la plupart des Japonais, il reste présent lors des grandes occasions, mariage, cérémonie du thé, matsuri, fêtes traditionnelles, Nouvel An. Les matsuri, ou fêtes traditionnelles, rythment l'année japonaise d'événements colorés et joyeux. Presque chaque ville, chaque village, chaque temple ou sanctuaire a ses propres fêtes, célébrées généralement en été ou en automne. Le Gion Matsuri de Kyoto est l'un des plus anciens et des plus impressionnants festivals du Japon. Il dure tout le mois de juillet et culmine avec la procession du 17 juillet. Lors de laquelle d'immenses chars décorés de tapisseries précieuses et de lanternes sont tirés dans les rues étroites de Kyoto par des centaines de porteurs vêtus de costumes traditionnels. Ces chars, certains hauts de 25 mètres et pesant plusieurs tonnes, sont des œuvres d'art vivantes qui ont traversé les siècles. Le feu d'artifice est une autre tradition estivale profondément ancrée au Japon. Les hanabi, fleurs de feu, sont l'occasion de rassemblements familiaux et amicaux gigantesques. Les spectacles de feux d'artifice japonais sont réputés dans le monde entier pour la sophistication et la beauté de leur création. Les artificiers japonais, appelés hanabishi, sont de véritables artistes qui créent des effets de lumière et de couleurs d'une complexité et d'une précision remarquables. Les grands festivals de hanabi, comme celui de Sumida à Tokyo ou de Nagaoka dans la préfecture de Niigata, attirent chaque année des millions de spectateurs qui s'installent au bord des rivières ou dans les parcs pour regarder le ciel s'embraser. Votre conscience s'efface doucement. Les sons s'éloignent. Vous êtes quelque part entre le rêve et la réalité, dans cet espace doux et confortable où le monde extérieur n'a plus d'emprise. Laissez-vous aller. La musique japonaise traditionnelle est d'une richesse et d'une variété extraordinaire. Le koto, un instrument à 13 cordes pincées, ressemblant à une longue cithare posée sur le sol, produit des sons à la fois doux et mélancoliques qui évoquent immédiatement le Japon pour quiconque les a entendus. Le shamisen, évoqué précédemment dans le contexte des geishas, est un luth à 3 cordes avec une caisse de résonance souvent recouverte de peau de chat ou de chien, qui produit un son brillant et légèrement nasillard, caractéristique de la musique de la période Edo. Le shakuhachi est une flûte en bambou à 5 trous, qui joue un rôle central dans la musique zen des moines errants Komuso, qui jouaient du shakuhachi comme pratique spirituelle. Le visage caché sous un grand chapeau de paille tressée. Le son du shakuhachi, puissant et profond malgré son aspect simple, peut exprimer une gamme émotionnelle extraordinaire, de la méditation paisible à l'intensité dramatique. La musique pop japonaise, connue sous le nom de J-pop, a également acquis une audience mondiale. Des groupes comme AKB48, une formation de chanteuses aux membres nombreux, ou des artistes comme Hikaru Utada, dont les chansons ont été immortalisées dans le jeu vidéo Kingdom Hearts, ont conquis des fans au-delà des frontières du Japon. La culture idole japonaise, dans laquelle de jeunes artistes soigneusement sélectionnés et formés deviennent des stars de la pop, est un phénomène sociologique fascinant qui a inspiré des cultures similaires en Corée du Sud et ailleurs en Asie. L'industrie du manga et de l'anime est indissociable de cette culture pop. Les mangas, ces bandes dessinées japonaises à lire de droite à gauche, couvrent tous les genres imaginables: aventure, romance, science-fiction, gastronomie, sport, horreur, comédie. Ils représentent environ 40% du marché de l'édition au Japon et sont traduits et lus dans des dizaines de pays. Le phénomène manga est mondial. Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, Attack on Titan, Demon Slayer, ces histoires ont touché des dizaines de millions de lecteurs à travers le monde. Les adaptations animées de ces mangas, les animes, sont tout aussi populaires. Les studios comme Ghibli, fondés par l'illustrissime Hayao Miyazaki, ont produit des chefs-d'œuvre de l'animation universellement reconnus. Le Voyage de Chihiro, sorti en 2001, est le film d'animation le plus vu de l'histoire du Japon, qui a remporté l'Ours d'Or au Festival de Berlin et l'Oscar du meilleur film d'animation. Mon voisin Totoro, Le Château dans le ciel, Princesse Mononoke, Porco Rosso. Chacun de ces films de Miyazaki est un monde à part entière, d'une richesse visuelle et narrative qui continue d'émerveiller enfants et adultes des décennies après leur sortie. Le musée Ghibli à Mitaka, dans la banlieue de Tokyo, est l'une des attractions les plus populaires du Japon, avec des billets qui se réservent des mois à l'avance. Le monde de l'anime ne se limite pas aux adaptations de manga. Le genre risqué, qui met en scène un personnage transporté dans un monde fantastique ou parallèle, est extrêmement populaire depuis les années 2000. Des séries comme Sword Art Online, Zero ou Dead Time Igo Reincarnated as Slim ont réuni des millions de fans dans le monde entier.
Ces histoires explorent des thèmes comme l'identité, la mort, la renaissance, la camaraderie et le courage, souvent dans des univers de fantasy ou de jeux vidéo. Et leur popularité témoigne de l'universalité de ces thèmes et de la puissance narrative de l'industrie japonaise de l'animation. Le jeu vidéo est un autre domaine dans lequel le Japon a exercé une influence déterminante sur la culture mondiale. Nintendo, fondée en 1889 comme fabricant de cartes à jouer, est devenue l'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo du monde. Ses franchises les plus célèbres, Mario, Zelda, Pokémon, Metroid, Kirby et bien d'autres, ont défini des générations de joueurs. La série Pokémon, lancée en 1996 avec les jeux Pokémon rouge et bleu sur Game Boy, est devenue la franchise de divertissement la plus lucrative de tous les temps, dépassant Star Wars et Marvel. Les Japonais ont inventé de nombreux genres vidéoludiques que le monde entier a adoptés. Le jeu de rôle, Final Fantasy, Dragon Quest, le jeu de combat, Street Fighter, Tekken. Mortal Kombat qui est américain mais a copié le style japonais, le jeu de plateforme, Mario, le jeu de tir en scrolling horizontal, Space Invader, Galaga, et bien d'autres. Votre corps est lourd et chaud. Vos pensées sont comme des feuilles qui tombent d'un arbre d'automne, doucement, sans se presser. Chaque fait sur le Japon vous porte un peu plus loin dans le sommeil. La gastronomie japonaise recèle encore bien des trésors que nous n'avons pas encore explorés. La cérémonie du thé, ou shado, est bien plus qu'une simple façon de boire du thé. C'est une pratique spirituelle et esthétique codifiée avec une précision extrême, dans laquelle chaque geste, chaque objet, chaque moment possède une signification. L'école Urasan est l'une des plus importantes écoles de cérémonie du thé au Japon, et ses maîtres perpétuent une tradition remontant au grand maître du thé Sen no Rikyū, qui vécut au XVIe siècle et codifia la philosophie du wabi-sabi, l'art de trouver la beauté dans l'imperfection, l'incomplétude et le provisoire. Un bol de thé céladon légèrement déformé, une fleur un peu penchée dans un vase, une lumière tamisée dans une pièce de bois sombre. C'est dans ces imperfections et ces simplicités que réside la beauté la plus profonde, selon la philosophie wabi-sabi. Le saké est la boisson nationale japonaise, une sorte de vin de riz obtenu par fermentation multiple, dont la teneur en alcool varie entre 15 et 20%. La production de saké remonte à plus de 2000 ans au Japon, et il occupe une place centrale dans les rituels shinto où il est offert aux divinités. Il existe des centaines de brasseries de saké à travers le Japon, chacune produisant des sakés aux profils aromatiques distincts selon les méthodes de brassage. La qualité de l'eau locale et le riz utilisé. Les sakés de qualité supérieure, comme le Dejinjo, dont le riz est poli à au moins 50%, développent des arômes floraux et fruités d'une grande finesse. La dégustation de saké dans une vieille brasserie de montagne, entourée de forêts enneigées, est une expérience de tous les sens. La montagne, au Japon, est un espace sacré. Les pratiquants du Shugando, une religion ésotérique mêlant shintoïsme et bouddhisme, effectuent des retraites et des assaises dans les montagnes les plus reculées du pays. Les Yamabushi, ces moines montagnards reconnaissables à leur tenue blanche et leur coiffure caractéristique, pratiquent des exercices spirituels intenses dans la nature sauvage. Dormant dans des cavernes, méditant sous des cascades glacées, marchant pendant des jours dans des forêts impénétrables. Ces pratiques millénaires cherchent à transformer et purifier l'esprit à travers l'épreuve physique et la communion avec la nature. Les sources chaudes, où on sent, sont l'une des grandes joies de la vie au Japon. Le pays est parsemé de milliers de sources géothermales aux vertus thérapeutiques variées. Se plonger dans un bain d'eau naturellement chaude sous un ciel étoilé, en plein air, entouré de forêts ou de montagnes enneigées, est l'une des expériences les plus réparatrices que l'on puisse imaginer. Les onsens du Japon ont des températures allant de tièdes à brûlantes, des compositions minérales diverses, soufrées, carbonatées, ferrugineuses. Et des décors allant du simple bain public en ville au Rotenburo, bain en plein air, de hautes montagnes d'une beauté à couper le souffle. La région de Beppu dans la préfecture d'Oita, à Kyushu, est connue pour ses fameux enfers, Jigoku, des sources géothermales dont les couleurs vont du bleu turquoise au rouge sanguin. Des sites si chauds et minéralisés qu'aucun bain humain n'est possible. Les ryokans, ces auberges traditionnelles japonaises, offrent une expérience d'hébergement unique au monde. Les chambres sont agencées à la japonaise, avec des sols en tatami, des nattes tressées d'herbes des marais, des futons posés directement sur le sol. Des shoji, cloisons coulissantes en papier de riz et bois, et des tokonomono, niches décoratives ornées d'un kakemono, une peinture ou calligraphie accrochée à la verticale. Et d'un arrangement floral. Le personnel du ryokan, souvent vêtu de kimono, accueille les hôtes avec une hospitalité formelle et attentionnée appelée omotenashi.
qui désigne un soin extrême porté aux besoins et au confort des invités, sans jamais rien attendre en retour. L'omotenashi n'est pas une hospitalité de façade mais un véritable état d'esprit, une attention totale à l'autre qui cherche à anticiper ses désirs avant même qu'il les exprime. La nuit tombe sur le Japon. Les lampadaires s'allument dans les rues de Tokyo, projetant leur lumière orangée sur les trottoirs animés. Dans les temples de Kyoto, les derniers touristes s'en vont et les gardiens ferment les portes de bois. Sur les flancs du mont Fuji, les randonneurs qui ont passé la nuit au sommet observent le lever du soleil, le Goreko. Ce moment où le disque solaire émerge lentement de la mer des nuages dans une explosion de rose et d'or. Dans une vieille maison de thé de Gion, une méko au maquillage impeccable sert une tasse de thé matcha à un hôte silencieux. Dans le port de Tsukiji, autrefois le plus grand marché aux poissons du monde avant son déménagement à Toyosu en 2018, quelques marchands matinaux préparent encore leurs étals à l'aube. Dans les forêts de bambou d'Arashiyama, à Kyoto, le vent souffle dans les tiges vertes avec un son doux et mystérieux. Votre voyage au Japon touche à sa fin. Vous avez traversé des millénaires d'histoire, des paysages d'une beauté saisissante, des traditions d'une profondeur infinie. Vous avez rencontré un peuple ingénieux, courageux, créatif, qui a su préserver ses traditions millénaires tout en embrassant la modernité avec une curiosité et une énergie remarquables. Ce pays d'îles balayé par les typhons, secoué par les séismes, couvert de neige en hiver et embrasé par le soleil en été. Ce pays où les cerisiers fleurissent une semaine par an et où les vieilles grand-mères pleurent de joie en les regardant. Ce pays où les trains sont toujours à l'heure et où les rues sont impeccablement propres, ce pays de fantômes et de robots, de silence et de bruit, de simplicité et de complexité, ce pays vous attend. Il sera là demain, et après-demain, et dans 1000 ans encore. Dormez maintenant. Laissez le Japon vous bercer dans ses bras, comme le bruit des vagues sur les côtes de la mer du Japon, comme le chant des cigales dans les forêts de cèdre. Comme le son d'un koto dans une nuit d'été. Fermez les yeux. Respirez. Dormez. Le Japon est un pays où environ 1,5 million de personnes vivent dans ce que l'on appelle le hikikomori, un état de retrait social volontaire et prolongé. Ces personnes, souvent de jeunes hommes, s'enferment chez eux pendant des mois, parfois des années, sans contact avec le monde extérieur, en dehors de leur famille immédiate. Le phénomène hikikomori, documenté au Japon depuis les années 1980, est désormais reconnu comme un problème de santé publique et sociale. Il reflète en partie les pressions énormes exercées par la société japonaise sur ses membres, les attentes élevées en matière de réussite scolaire et professionnelle. La peur de l'échec et du jugement social. Les autorités japonaises et de nombreuses associations travaillent à créer des espaces d'accueil et de réinsertion progressive pour ces personnes. La société japonaise est connue pour sa culture de travail intense. Le mot japonais karoshi, qui signifie mort par surmenage, est entré dans le vocabulaire international pour désigner ce phénomène tragique où des travailleurs décèdent d'épuisement, d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral consécutifs à des semaines de travail excessives. Le gouvernement japonais a pris des mesures législatives pour tenter de limiter les heures supplémentaires et encourager les salariés à prendre leurs congés. Avec un succès mitigé face à une culture d'entreprise profondément ancrée dans le dévouement et la loyauté envers l'employeur. L'éducation au Japon est extrêmement valorisée. Les enfants japonais commencent l'école à 6 ans et bénéficient d'un système éducatif public de haute qualité. La compétition pour entrer dans les meilleures universités, et notamment dans l'université de Tokyo, considérée comme le nec plus ultra de l'enseignement supérieur japonais, est féroce. Des milliers d'étudiants passent des années à préparer les examens d'entrée. Il existe des juku, des écoles de soutien scolaire privées, où les enfants passent plusieurs heures supplémentaires après l'école régulière à préparer ces examens. Les Japonais consacrent une part importante de leurs revenus à l'éducation de leurs enfants. Et les performances académiques des élèves japonais sont parmi les meilleures au monde dans les classements internationaux. Les arts martiaux japonais ont influencé les disciplines martiales du monde entier. Le judo, créé par Jigoro Kano à la fin du XIXe siècle, est aujourd'hui sport olympique pratiqué par des millions de personnes dans le monde. Le mot judo signifie la voie de la souplesse, et cette discipline vise à développer non seulement les compétences physiques mais aussi le caractère moral. La maîtrise de soi et le respect de l'adversaire. Le karaté, originaire d'Okinawa et développé au Japon continental au XXe siècle, est l'un des sports de combat les plus pratiqués au monde. L'aïkido, fondé par Morihei Ueshiba dans les années 1920 et 1930, est un art martial défensif qui utilise la force de l'adversaire contre lui. Et dont la philosophie pacifiste et harmonieuse a séduit des pratiquants dans le monde entier. Le kendo, l'art de l'épée,
perpétue la tradition des samouraïs dans un cadre sportif et éducatif contemporain. Les samouraïs, ces guerriers de l'élite féodale japonaise, ont laissé une empreinte profonde dans la culture et l'imaginaire japonais. Leur code d'honneur, le Bushido, valorisait le courage, la loyauté, l'honneur, la politesse et le mépris de la mort. La mort par seppuku, ou harakiri, ce suicide rituel par éventration que les samouraïs pratiquaient pour éviter la capture ou laver une honte, est l'un des aspects les plus sombres et les plus fascinants de cette culture guerrière. La philosophie zen, développée au Japon à partir du bouddhisme chinois Chan, a profondément influencé la culture japonaise et continue d'attirer des adeptes dans le monde entier. Le zen valorise la méditation à zen, assise en lotus ou en demi-lotus, le dépassement de la pensée conceptuelle, l'éveil soudain, satori, et la simplicité radicale. Les monastères sont des espaces de silence et de rigueur où les moines se lèvent avant l'aube pour méditer, travaillent dans les jardins et les cuisines, étudient et méditent encore. La rigueur de la vie monastique zen, la beauté dépouillée des espaces zen et la profondeur de sa philosophie ont influencé l'architecture, les arts, la gastronomie et même les arts martiaux japonais. La nuit est avancée maintenant. Le Japon dort. Les rues de Tokyo sont plus tranquilles, les néons clignotent dans la brume légère. Les pêcheurs d'Hokkaido préparent leurs filets pour la nuit. Les grues couronnées du Hokkaido, ces magnifiques oiseaux blancs et noirs au capuchon rouge, dorment dans les marécages gelés. Dans les montagnes du Nagano, un ours noir cherche dans la neige une dernière graine oubliée avant de se retirer dans sa tanière. Dans un appartement de Tokyo, un étudiant endormi sur ses manuels rêve peut-être d'examen, ou de sakura, ou de la mer. Laissez-vous emporter par cette image douce et paisible. Un appartement de Tokyo, une petite pièce, des tatamis ou peut-être des dalles de bois, une fenêtre sur laquelle la pluie tambourine doucement. Une tasse de thé encore tiède sur la table basse. Un manga ouvert sur le sol. La lumière d'une lampe de chevet qui dessine des ombres douces sur les murs. Dehors, la ville s'apaise et les sons de la circulation se fondent dans un bourdonnement lointain et régulier. Le soleil se lèvera demain sur le Japon, comme il s'est levé chaque matin pendant des millions d'années. Ses premiers rayons embraseront le sommet enneigé du Fuji avant de descendre dans les vallées, de dorer les toits de tuiles des temples de Kyoto, d'illuminer les façades de verre et d'acier de Tokyo. Les marchés s'animeront, les trains repartiront, les écoliers enfileront leurs uniformes, leurs cartables, les cuisiniers de sushi prépareront leurs poissons du matin. Les moines sonneront leurs cloches dans les temples. Le Japon continuera d'exister, dans sa complexité et sa beauté, dans ses contradictions et ses certitudes, dans son passé millénaire et son futur incertain. Et vous, vous serez endormis. Profondément, paisiblement endormis. Bonne nuit. Saviez-vous que le Japon est entouré de 4 mers différentes? À l'est, le Pacifique, immense et puissant. Au nord, la mer d'Okhotsk, froide et inhospitalière. À l'ouest, la mer du Japon, plus calme et plus chaude. Au sud, la mer de Chine orientale, qui baigne les îles tropicales d'Okinawa. Ces eaux entourent le Japon de toutes parts et ont façonné son histoire, son économie, sa culture et son caractère. La mer est omniprésente dans la vie japonaise, dans la nourriture, dans l'art, dans la religion, dans les craintes et les espoirs des habitants. Les tsunamis font partie de la conscience collective japonaise. Le mot même tsunami est japonais, et il signifie vague de port. Ces vagues gigantesques, déclenchées par des séismes sous-marins, ont frappé les côtes japonaises depuis des temps immémoriaux. Des pierres gravées, appelées tsunami-ishi, témoignent dans certains villages côtiers du niveau atteint par des vagues passées. Et portent des inscriptions du type « Ne pas construire en dessous de cette pierre ». Ces témoignages millénaires de la sagesse populaire face aux forces de la nature sont émouvants dans leur simplicité et leur clairvoyance. La forêt japonaise est un lieu à part. Les forêts de Cryptomeria, Suji, ces cèdres japonais au tronc droit et élancé qui peuvent atteindre 50 mètres de haut, créent des cathédrales végétales d'une majesté silencieuse. La forêt de Nikko, dans la région de Toshiji, est connue pour ses cryptomérias centenaires et millénaires qui bordent les allées menant aux sanctuaires et tombeaux des shoguns Tokugawa. La forêt de bambou d'Arashiyama, à Kyoto, est d'une beauté différente. Les tiges de bambou, qui peuvent atteindre 20 à 25 mètres de haut, se courbent légèrement au-dessus des allées, filtrant la lumière en un verre tamisé et produisant un son de frottement et de cliquetis au passage du vent. Le bambou occupe une place importante dans la culture et l'économie japonaise. Cette plante extraordinaire, qui n'est pas un arbre mais une herbe géante, peut croître de plusieurs dizaines de centimètres par jour dans des conditions favorables. Il existe au Japon de nombreuses espèces de bambou, dont certaines produisent des pousses comestibles, les takenoko,
très apprécié au printemps dans la cuisine japonaise. Le bambou servait et sert encore à fabriquer des objets innombrables. Paniers, éventails, flûtes shakuhachi, baguettes, parois de maison, meubles, instruments de jardin. Dans la production artisanale, les artisans du bambou, appelés takekuji, utilisent des techniques héritées de leurs ancêtres pour créer des objets à la fois fonctionnels et beaux. Très doucement maintenant. Votre respiration est régulière comme les vagues de la mer du Japon. Votre corps est lourd et chaud. Les images du Japon flottent comme dans un rêve. L'industrie automobile japonaise est l'une des plus importantes du monde. Toyota est régulièrement le premier ou le deuxième constructeur automobile mondial en termes de vente. Honda est pionnier dans les technologies hybrides et à pile à combustible. Mazda est connu pour son moteur rotatif et son design stylisé. Nissan, Subaru, Mitsubishi complètent ce tableau d'une industrie qui produit des dizaines de millions de véhicules chaque année. La philosophie de production Toyota, le Toyota Production System, a révolutionné les méthodes de fabrication industrielle dans le monde entier. Les concepts du Kaizen, amélioration continue, du Jidoka, arrêt automatique en cas de défaut, du just-in-time, production à flux tendu, sont devenus des références mondiales dans l'industrie et le management. Le mot Kaizen mérite qu'on s'y arrête. Il signifie amélioration ou changement en bien, et il désigne une philosophie de progrès continu et incrémental. Plutôt que de chercher des révolutions ou des innovations spectaculaires, le Kaizen consiste à améliorer chaque jour, chaque heure, chaque minute, dans tous les domaines de la vie. Chaque employé, quel que soit son rang dans l'entreprise, est encouragé à proposer des améliorations, même minimes, dans son travail quotidien. Sur une longue période, ces petites améliorations s'accumulent pour produire des transformations profondes. Cette philosophie reflète une vision du monde typiquement japonaise. La patience, la persévérance, l'humilité face à la complexité des choses. L'art floral japonais, l'ikebana, est une autre expression de cette sensibilité particulière. Contrairement aux bouquets fleuris et exubérants de la tradition européenne, l'ikebana recherche l'harmonie dans la symétrie, la beauté dans l'espace vide. L'expression d'un moment de la nature dans quelques branches et fleurs soigneusement disposées. Il existe de nombreuses écoles d'ikebana, dont la plus ancienne est l'école Iknobo, fondée à Kyoto au XVe siècle. Dans un arrangement d'ikebana, l'espace vide est aussi important que les éléments végétaux, le rien n'est aussi éloquent que le quelque chose. Cette philosophie de l'espace vide se retrouve dans de nombreux autres arts japonais, de la peinture sumie à l'architecture traditionnelle. La peinture sumie, faite à l'encre noire sur papier washi, est l'un des arts les plus méditatifs du Japon. Avec quelques traits de pinceau, souvent en nombre minimal, l'artiste cherche à saisir l'essence d'un bambou, d'une montagne, d'un oiseau. La rapidité et la confiance du geste sont essentielles, une hésitation se voit dans le tracé. On s'entraîne pendant des années à maîtriser la pression, la vitesse, la quantité d'encre sur le pinceau. Certains maîtres du sumie sont capables d'exprimer toute la force d'une vague ou la sérénité d'un cèdre avec 3 ou 4 coups de pinceau. Le papier washi lui-même est un chef-d'œuvre. Fabriqué à la main à partir de fibres de kozo, mûrier à papier, gampi ou mitsumata, il est d'une résistance et d'une beauté remarquables. L'artisanat japonais en général est au niveau de l'art le plus exigeant. La lacurucie, obtenue à partir de la sève d'un arbre, requiert des années d'apprentissage pour être maîtrisée. Un objet en laque de qualité peut nécessiter des dizaines ou des centaines de couches de laque. Chacune devant sécher dans une humidité et une température contrôlée avant d'être poncée et recouverte de la suivante. Le résultat final est un objet d'une profondeur et d'une brillance incomparables, qui peut durer des siècles. La céramique japonaise est elle aussi d'une variété et d'une sophistication extraordinaires. Les poteries de Taji, aux teintes douces de rose et de crème, les céramiques de Bizan, non vernissées et façonnées au tourlant, les imari aux décors bleus et blancs et rouges d'or. Les rakus noirs et sombres utilisés dans la cérémonie du thé, chaque région du Japon a développé son style propre au fil des siècles. Le Japon possède 23 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi eux, on trouve les monuments historiques de l'ancienne Kyoto. Les villages historiques de Shirakawa-go et Gokayama avec leurs maisons en style Gasozukuri dont les immenses toits de chaume en forme de main jointe leur permettent de supporter le poids des neiges abondantes de leurs montagnes. Les monuments historiques de Nara, le château de Kimeji surnommé le château du Héron Blanc pour la blancheur de ses murs, la ville d'Hiroshima avec son dôme de la bombe atomique. Les îles d'Amami-Oshima et Iriomote connues pour leur biodiversité exceptionnelle et bien d'autres. Hiroshima et Nagasaki occupent une place unique dans la mémoire du Japon et du monde.
Ces deux villes furent dévastées par des bombes atomiques américaines les 6 et 9 août 1945, respectivement, faisant entre 150 000 et 200 000 victimes immédiates. Ces bombardements, les seuls emplois offensifs d'armes nucléaires dans l'histoire de l'humanité, précipitèrent la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Le musée pour la paix d'Hiroshima et le parc du Mémorial de la paix, construit au cœur de la ville reconstruite, témoignent de l'horreur de ces événements et portent un message universel de paix et de refus des armes nucléaires. Les Hibakusha, les survivants des bombes atomiques, ont témoigné pendant des décennies de leurs expériences, laissant un héritage oral et écrit d'une importance capitale. Sadako Sasaki, une fillette de 2 ans au moment du bombardement d'Hiroshima et qui mourut de leucémie à 10 ans, est devenue un symbole de paix dans le monde entier. Sa tentative de plier 1000 grues en papier, on croit au Japon que plier 1000 grues exauce un vœu, et la légende de sa vie courageuse ont inspiré des millions d'enfants à travers le monde à plier des grues de papier comme symbole de paix. L'art du pliage du papier, l'origami, est l'une des traditions les plus connues du Japon. Avec une simple feuille de papier carré, sans cogne ni ciseaux, un maître de l'origami peut créer des formes d'une complexité et d'une beauté stupéfiantes, fleurs, animaux, personnages. Structure architecturale. L'origami moderne a même inspiré des applications dans l'ingénierie spatiale, où des structures peuvent être repliées pour le lancement puis dépliées dans l'espace. La grue de papier, la tsuru, est l'une des formes d'origami les plus symboliques. La grue est au Japon un symbole de longévité, de chance et de fidélité. On dit qu'elle vit 1000 ans, et c'est pourquoi plier 1000 grues est associé à la réalisation d'un vœu. Les guirlandes de 1000 grues, les sambazuru, sont offertes aux malades, aux futurs mariés, aux personnes qui traversent une épreuve difficile. Des millions de sambazuru sont envoyés chaque année au mémorial de la paix d'Hiroshima par des enfants du monde entier. Votre conscience se dilue dans la douceur de la nuit. Vous flottez. Le Japon est loin et proche à la fois, présent dans les images qui traversent doucement votre esprit comme des nuages légers. Une grue blanche qui traverse un ciel rose à l'aube. Un cerisier dont les pétales tombent dans un bassin immobile. Un vieux moine qui balaie les marches de pierre d'un temple. Un pêcheur qui tire ses filets dans la brume matinale. La pêche a été pendant des millénaires le fondement économique des communautés côtières japonaises. Le Japon est l'un des plus grands pays consommateurs de poissons et fruits de mer au monde. Les thonidés, saumons, sardines, harengs, maquereaux, ainsi que les mollusques comme les palourdes, les ormeaux, les huîtres. Et les crustacés comme les crabes et les homards constituaient l'essentiel de l'alimentation des populations côtières. La pêche traditionnelle à la mât, pratiquée par des femmes plongeuses qui descendent à plusieurs mètres de profondeur pour ramasser des fruits de mer et des algues sans équipement de plongée, est une tradition qui remonte à plus de 2000 ans et qui survit encore dans certaines régions côtières du Japon, notamment dans la péninsule de Shima dans la préfecture de Mie, et sur l'île de Jeju en Corée du Sud. Ces amas, ou plongeuses de la mer, étaient et sont encore des femmes d'une endurance et d'une maîtrise corporelle extraordinaire. Elles plongent par eau froide plusieurs fois par jour, retenant leur souffle pendant 60 à 80 secondes par plongée. Descendant à des profondeurs de 5 à 10 mètres pour cueillir ormées, oursins et algues sur les fonds rocheux. La tradition se transmet de mère en fille, et les jeunes filles commencent leur apprentissage dès l'adolescence. Autrefois, les amas plongeaient avec un minimum de vêtements pour ne pas se peser dans l'eau. Les amas contemporaines portent généralement des combinaisons de néoprène. Leurs huttes de repos au bord de la mer, appelées amaguaya, sont des espaces de camaraderie et de transmission culturelle où les femmes se réchauffent entre les plongées, partagent leurs récoltes et transmettent leur savoir aux plus jeunes. La mer apporte aussi des périls. Les typhons, ces cyclones tropicaux qui se forment dans le Pacifique tropical, frappent régulièrement les côtes japonaises en été et en automne. Certains typhons atteignent des vitesses de vent dépassant les 200 km/h et apportent des pluies diluviennes qui provoquent des inondations et des glissements de terrain meurtriers dans les régions montagneuses. Le Japon a développé des systèmes de prévision météorologique et d'alerte aux typhons parmi les plus sophistiqués du monde. Et ces constructions sont généralement capables de résister aux vents les plus forts. Les Japonais font preuve d'un sang-froid remarquable face aux typhons, préparant leurs provisions et leur protection de fenêtres avec calme et méthode. La biodiversité du Japon est remarquable. L'archipel s'étend sur plus de 3000 km du nord au sud, depuis les îles subarctiques d'Hokkaido jusqu'aux îles subtropicales d'Okinawa. Cette grande variété climatique et géographique a favorisé l'évolution d'une faune et d'une flore extrêmement riches et, dans certains cas, endémiques.
Les macaques japonais, les seuls primates non humains à vivre aussi loin au nord dans le monde, sont célèbres pour leur habitude de se baigner dans les sources thermales en hiver. Notamment dans le parc des singes de Jigudani dans la préfecture de Nagano, où des troupes entières se prélassent dans l'eau chaude sous la neige, un spectacle d'une poésie absurde et attachante. Les tanuki, ces ratons laveurs japonais au pelage brun et roux, occupent une place unique dans le folklore et l'art japonais. Ces petits animaux omnivores sont censés posséder des pouvoirs magiques et métamorphiques. Des statues de tanuki, généralement représentées avec un chapeau de paille, un ventre bedonnant, une bouteille de saké et une bourse, ornent les entrées des restaurants et des commerces japonais, où ils sont censés porter chance et prospérité. La grenouille, ou kaeru, est un autre animal porte-bonheur au Japon, dont le nom est un homophone du verbe revenir. Ce qui en fait un talisman favori pour les voyageurs qui souhaitent rentrer sains et saufs chez eux. La petite heure du matin au Japon. Le pays est plongé dans un silence presque total. Seuls les grillons et les grenouilles brisent le silence des campagnes. Dans les villes, le dernier métro est passé il y a longtemps, et les rues sont désertes hormis quelques noctambules attardés et les camions de livraison qui commencent leur ronde. Les boulangers qui font le pain occidental sont déjà debout, pétrissant leurs pâtes. Les conducteurs de Shinkansen dorment encore, mais leurs trains attendent dans les dépôts, propres, ponctuels, prêts à partir à l'heure précise. Le Japon se réveillera bientôt, et son énergie prodigieuse reprendra son cours. Mais pour l'instant, dormez. Dormez comme le Japon dort, profondément et sereinement, en sachant que demain sera un autre jour, beau et riche de possibilités. Bonne nuit. Le Japon possède une tradition de jardinage miniature appelée bonsaï, qui consiste à cultiver des arbres en pot de taille réduite, parfois pendant des siècles. En taillant soigneusement leurs racines et leurs branches pour préserver leur forme tout en leur permettant de croître lentement. Les plus anciens bonsaïs conservés au Japon ont plusieurs siècles d'âge, et certains ont été transmis de génération en génération dans les mêmes familles comme des trésors vivants. Un bonsaï n'est pas un arbre nain, c'est un arbre adulte miniaturisé, dont toutes les caractéristiques de l'espèce, les proportions, les textures d'écorce, les formes de feuilles, sont scrupuleusement préservées dans un format réduit. L'art du bonsaï exige une connaissance approfondie de la botanique, de la patience, de la sensibilité esthétique et une capacité à imaginer dans quel espace et sur quelle durée cet être vivant va évoluer. Certains maîtres du bonsaï disent qu'ils travaillent non pas sur ce que l'arbre est, mais sur ce qu'il sera dans 10, 20 ou 50 ans. C'est un art du temps long, de la confiance dans le futur. La philosophie japonaise du wabi-sabi, dont nous avons déjà parlé, est peut-être la contribution conceptuelle la plus unique que la culture japonaise ait apportée au monde de l'esthétique. Le wabi désignait à l'origine la solitude et la désolation, mais a évolué pour désigner une sorte de sérénité dans la simplicité, un contentement qui naît du peu et de l'essentiel. Le sabi désignait la rouille et le déclin, mais a évolué pour exprimer la beauté qui naît de la patine du temps, de la trace des années sur les objets et les êtres. Ensemble, wabi-sabi désigne l'appréciation de l'imperfect, de l'incomplet et de l'éphémère. Une tasse de thé un peu ébréchée dont l'ébréchure a été réparée alors par la technique du kintsugi, un jardin dont les pierres sont couvertes de mousse. Un vieux temple dont le bois a grisonné sous les pluies et les neiges, voilà des exemples de la beauté wabi-sabi. Cette philosophie est un antidote puissant à la culture du neuf, du parfait et du brillant qui caractérise dans le monde moderne. Elle nous invite à voir la beauté non pas en dépit des marques du temps, mais à travers elle. Le kintsugi, que nous venons de mentionner, mérite une attention particulière. C'est l'art de réparer les objets en céramique cassée en utilisant de la laque mélangée à de la poudre d'or, d'argent ou de platine. Au lieu de cacher les fractures, le kintsugi les met en valeur, transformant les lignes de cassure en filaments dorés qui deviennent la partie la plus belle de l'objet. Un bol kintsugi est plus précieux après avoir été cassé et réparé qu'avant sa blessure. Cette philosophie, appliquée aux objets, devient une métaphore puissante pour les vies humaines, nos cicatrices, nos fractures. Nos réparations font partie de notre histoire et peuvent devenir les parties les plus belles de ce que nous sommes. Le kintsugi est aujourd'hui adopté dans le monde entier comme symbole de résilience et de beauté née de la brisure. Les femmes au Japon ont occupé au fil de l'histoire des rôles complexes et souvent contradictoires. La figure de l'impératrice et de la femme noble est ancienne et respectée dans la tradition japonaise. L'auteur du premier roman de l'histoire était une femme, Murasaki Shikibu. De nombreuses poétesses ont contribué à la tradition poétique japonaise. Et pourtant, la société japonaise de l'ère moderne et contemporaine a souvent relégué les femmes à des rôles domestiques. Sous la pression des modèles sociaux issus de l'ère Meiji et de l'ère guerrière des samouraïs.
Aujourd'hui, les femmes japonaises représentent une part croissante de la population active, et le mouvement #MeToo a eu un écho significatif au Japon, remettant en question des pratiques et des attitudes profondément ancrées. Le gouvernement japonais a fixé des objectifs ambitieux pour augmenter la représentation des femmes dans les postes de direction et dans la vie politique, bien que la réalité reste en deçà de ces aspirations dans de nombreux secteurs. Les traditions culinaires régionales du Japon sont d'une variété qui étonnerait quiconque pense que la cuisine japonaise se limite au sushi et au ramen. Le Japon est divisé en 47 préfectures, et chacune possède ses spécialités alimentaires propres, ses ingrédients locaux, ses manières de cuisiner héritées de siècles de pratiques. Dans la préfecture de Niigata, réputée pour la qualité de ses eaux de montagne, on produit certains des meilleurs sakés et riz du Japon. Dans la préfecture de Hokkaido, on élève des vaches pour produire le meilleur beurre, fromage et produits laitiers du pays, dans un paysage de prairies vertes qui fait penser aux pays alpins. Dans la préfecture de Kochi, la viande de baleine était traditionnellement consommée dans des recettes locales depuis des siècles. Bien que la chasse à la baleine soit aujourd'hui très controversée et limitée. Dans la préfecture d'Akita, on prépare le kiritampo, un plat de riz pilé et grillé en bâton, servi dans un bouillon de poulet avec des légumes de montagne. Dans la préfecture de Fukuoka, on trouve la naissance du ramen tonkotsu. Ce bouillon d'une blancheur laiteuse et d'une richesse grasse obtenue en faisant bouillir des os de porc pendant de nombreuses heures. La culture du thé au Japon ne se limite pas à la cérémonie du thé. Le thé vert est consommé partout, à toute heure, dans des formes très diverses. Le matcha est un thé vert en poudre utilisé dans la cérémonie du thé mais aussi dans une infinité de desserts, de boissons sucrées, de glaces et de confiseries. Le sancha est le thé vert le plus courant, infusé en feuilles dans de l'eau chaude mais non bouillante. Le hojicha est un thé vert torréfié à feu vif, dont la couleur brun clair et le goût légèrement fumé en font une boisson réconfortante pour l'automne et l'hiver. Le janmecha est un mélange de thé vert et de riz grillé, dont le goût est à la fois herbeux et grillé, légèrement noisette. Il existe des distributeurs automatiques à chaque coin de rue au Japon qui vendent du thé chaud en canette, du café froid, des jus de fruits, des boissons énergisantes et une infinité d'autres breuvages. Ces distributeurs automatiques, appelés Jido en béquille, sont omniprésents dans tout le pays. On en trouve même au sommet du mont Fuji et dans les endroits les plus inattendus. Le Japon est l'un des pays les plus consommateurs de café au monde, malgré sa tradition profonde de culture du thé. Les kisatan, ces cafés japonais traditionnels apparus dans les années 1950 et 1960, sont des espaces feutrés et intimes, souvent décorés dans un style rétro, où les habitués viennent s'installer pour des heures, lire les journaux, écouter de la musique, souvent du jazz, et déguster un café soigneusement préparé. La culture du café japonaise a produit des innovations comme le café au siphon, une méthode d'extraction spectaculaire qui utilise la pression de vapeur, ou le café préparé avec une précision minutieuse que l'on associe normalement aux meilleures tables. La scène des cafés spécialisés japonais est aujourd'hui reconnue mondialement pour sa qualité et son exigence. La culture de la nuit à Tokyo est légendaire. Shinjuku, Shibuya, Kabukicho, Roppongi, ces noms évoquent des quartiers où les lumières ne s'éteignent jamais, où les bars et les clubs s'enchaînent sur des rues étroites, où les karaokés résonnent jusqu'à l'aube et où les restaurants de ramen ouverts 24 heures accueillent les noctambules affamés. Le karaoké est au Japon une institution nationale. On ne chante pas sur une scène devant des étrangers comme en Occident, mais dans des petites salles privées louées à l'heure, entre amis ou collègues, avec des buffets de nourriture et un bar intégré. C'est un espace de relâchement social et de décompression, une soupape de sécurité dans une société où les normes de comportement public sont très contraignantes. Les izakaya, ces tavernes japonaises qui servent de la bière, du saké et du shochu accompagnés d'une multitude de petits plats à grignoter, carrage de poulet, edamame, yakitori, tofu froid, dashimaki tamago, sont des espaces de socialisation essentiels pour les salarymen. Ces employés de bureau qui travaillent souvent tard le soir et trouvent dans l'izakaya un espace de convivialité et de détente après les heures de bureau. L'atmosphère d'une izakaya, avec ses tables basses, ses tatamis ou ses tabourets de bar, ses lampions de papier et ses menus écrits à la main sur des planches de bois, est à la fois informelle et chaleureuse. Le shochu, évoqué à l'instant, est une eau-de-vie japonaise distillée à partir de diverses matières premières, patates douces, orge, riz, sarrasin. Contrairement au saké qui est fermenté, le shochu est distillé et peut avoir une teneur en alcool allant de 25 à 40%. Il est particulièrement populaire dans la région de Kyushu, notamment dans la préfecture de Kagoshima où le shochu d'igname, Imojoshu, est une fierté locale.
Dégustez pur, avec de l'eau chaude ou de l'eau froide, ou mélangez avec du jus de fruits. Le shochu est une boisson polyvalente que les Japonais consomment dans des contextes allant du repas en famille à la soirée entre collègues. Laissez votre esprit dériver encore un peu. Les sons de l'izakaya s'estompent. Le brouhaha de la ville se fait lointain. Il ne reste que le silence doux de la nuit, et cette voix qui vous parle doucement de ce pays fascinant. Les forêts japonaises sont le domaine des yokai, ces créatures surnaturelles et esprits du folklore japonais dont la variété est presque infinie. Il y a les kitsune, ces renards magiques pouvant se transformer en femmes belles et envoûtantes. Les tanuki que nous avons déjà évoqués. Les oni, ces démons à cornes et à massue qui peuplent les enfers bouddhistes et les fêtes de Setsubun, la fête du début du printemps où l'on lance des fèves pour les chasser en criant Oni wa Soto. Fuku wa Ushi, les démons dehors, la chance à l'intérieur. Les kappa, ces créatures aquatiques à carapace de tortue et à crâne creux remplis d'oki, selon la tradition, enlèvent les enfants qui s'approchent trop près des rivières. Les tengu, mi-homme mi-oiseau, gardiens des montagnes et des forêts, maîtres des arts martiaux. Les Yukiona, la femme des neiges, un esprit glacé qui apparaît dans les tempêtes de neige et aspire l'âme des voyageurs égarés. Chaque région du Japon, chaque lieu, chaque phénomène naturel a son yokai associé, et la littérature et l'art japonais en ont produit des représentations depuis des siècles. Toriyama Sekien, un artiste du XVIIIe siècle, est parmi les premiers à avoir produit des encyclopédies illustrées des yokai. Et son travail a influencé des générations d'artistes et de conteurs jusqu'à nos jours. Le manga et les animes contemporains puisent abondamment dans ce réservoir mythologique. Des films comme Mononoke ou Spirited Away d'Hayao Miyazaki sont peuplés de yokai et de kami réinterprétés pour un public contemporain. La série manga et anime Natsume's Book of Friends raconte l'histoire d'un jeune homme capable de voir les yokai et qui hérite d'un livre contenant les noms de créatures surnaturelles. Geugege no Kitaro, créé par le mangaka Shigeru Mizuki, est une série emblématique qui mêle humour et horreur dans un univers peuplé de yokai. Mizuki, qui a consacré sa vie à documenter et populariser le folklore des yokai, est lui-même devenu une figure vénérée de la culture japonaise. La mort et l'au-delà occupent une place particulière dans la sensibilité japonaise. Les cimetières japonais, souvent situés dans des espaces boisés et calmes à proximité des temples bouddhistes, sont des lieux de recueillement et de beauté dans lesquels on voit des stèles de pierre couvertes de mousse sous des pins et des cryptomérias centenaires. La fête de l'Obon, célébrée en août dans tout le Japon, est le moment où les esprits des ancêtres reviennent rendre visite au monde des vivants. Les familles allument des lanternes pour guider les esprits jusqu'à leur foyer, font des offrandes de nourriture et de fleurs devant les hôtels familiaux. Et dansent la danse Bon Odori dans les rues et sur les places. À la fin de l'Obon, on envoie les lanternes flottantes sur les rivières et les mers pour guider les esprits dans leur retour au monde des morts. Cette nuit de milliers de lanternes qui dérivent sur les eaux sombres est d'une beauté et d'une mélancolie profonde. La notion de famille est centrale dans la société japonaise. La cellule familiale, bien qu'ayant évolué avec la modernisation, reste un point de référence fondamental. Le respect des anciens, les obligations envers les parents âgés, les liens multigénérationnels sont des valeurs profondément ancrées. De nombreuses familles japonaises pratiquent encore le culte des ancêtres devant l'autel familial bouddhiste, Butsudan, où des photographies et des tablettes commémoratives sont entourées de bâtons d'encens allumés et d'offrandes quotidiennes. Chaque matin, certains Japonais allument un bâton d'encens et parlent à leurs ancêtres décédés, les tenant au courant des nouvelles du foyer, leur demandant protection et guidance. Le Japon a produit quelques-uns des plus grands cinéastes de l'histoire du 7e art. Akira Kurosawa, souvent cité comme l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, a créé des films comme Rashomon, Les 7 samouraïs, Ran, Kagemusha et Yojimbo, qui ont influencé des générations de cinéastes à travers le monde. George Lucas a explicitement reconnu sa dette envers Kurosawa dans la création de Star Wars. Les 7 samouraïs a été adapté dans de nombreux pays sous différentes formes, dont le célèbre western américain Les 7 mercenaires. Yasujiro Ozu, contemporain de Kurosawa mais d'un style radicalement différent, a produit des films d'une intimité et d'une délicatesse extraordinaires, centrés sur la vie quotidienne et les relations familiales au Japon. Son film Voyage à Tokyo, sorti en 1953, est régulièrement cité parmi les plus grands films de l'histoire du cinéma dans les sondages de critiques du monde entier. Kenji Mizoguchi, Mikio Naruse, Masaki Kobayashi, le cinéma classique japonais est un trésor que les cinéphiles du monde entier continuent de découvrir et d'explorer. Il est tard, très tard. Le Japon est endormi depuis longtemps.
Les étoiles brillent au-dessus des îles, les mêmes étoiles qui ont guidé les pêcheurs pendant des millénaires. Les mêmes étoiles que contemplait Basho assis au bord d'un chemin de montagne il y a 300 ans. La beauté du monde continue, même quand nous dormons. Elle continue dans les forêts de bambous qui bruissent doucement dans la nuit, dans les sources thermales qui fument sous la lune. Dans les temples silencieux où les quads d'or et de rouge tournent lentement dans leur bassin. Dormez maintenant. Dormez profondément. Laissez le Japon vous accompagner dans vos rêves, avec ses cerisiers et ses volcans, ses robots et ses samouraïs, ses ramen fumants et ses jardins zen. Ses grues de papier doré et ses grenouilles qui sautent dans de vieux étangs. Ce pays extraordinaire existe, quelque part à l'est, de l'autre côté du monde, debout sur ces îles volcaniques dans l'immensité du Pacifique. Il sera encore là demain. Et vous, vous serez reposé, serein, prêt pour un nouveau jour. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Le Japon compte de nombreuses petites îles habitées au caractère très distinct les uns des autres. L'île de Naoshima, dans la mer intérieure de Seto, est devenue un centre d'art contemporain mondialement reconnu. Des architectes et artistes de renommée internationale ont transformé cette petite île de pêcheurs en un musée à ciel ouvert où les installations artistiques dialoguent avec la nature. Le littoral et les villages traditionnels. Les musées Shishu et Benes-Aos de l'architecte Tadao Ando s'intègrent dans le paysage de collines verdoyantes et de mer bleue avec une harmonie saisissante. L'île de Yakushima, au large de Kyushu, est couverte de forêts de cèdres millénaires d'une beauté primitive et mystérieuse, dont l'un des arbres les plus anciens, le Jomonsuji, serait âgé de plusieurs milliers d'années. Cette forêt ancienne aurait inspiré les décors forestiers du film Princesse Mononoke de Miyazaki. L'île d'Amami-Oshima, au nord d'Ryukyu, est connue pour sa nature luxuriante, ses mangroves, ses serpents venimeux endémiques, le habu. Ses traditions textiles uniques, le tissu kasuri d'Amami, et ses chants traditionnels appelés Shimauta. Les châteaux japonais sont des merveilles d'architecture militaire et esthétique. Le Japon comptait autrefois des centaines de châteaux, dont la plupart furent détruits pendant les guerres civiles ou les conflits de l'ère Meiji. Il en reste aujourd'hui plusieurs dizaines en relativement bon état, et 12 châteaux d'origine, c'est-à-dire dont les structures principales n'ont pas été reconstruites depuis l'époque féodale. Parmi eux, le château de Himeji, le château du Héron Blanc, dont les remparts blancs et les toits élaborés s'élèvent en une composition architecturale d'une grâce et d'une complexité incomparables. Le château de Matsumoto, dans les Alpes japonaises, est surnommé le château des corbeaux pour sa couleur noire et ses tourelles qui semblent prêtes à s'envoler. Le château de Kumamoto, l'un des plus grands et des plus imposants du Japon, fut sévèrement endommagé par un séisme en 2016 et fait l'objet d'une restauration de longue haleine. La culture de l'artisanat local, ou monozukuri, l'art de faire les choses, est profondément valorisée au Japon. Chaque région possède ses artisans spécialisés dans des techniques héritées de génération en génération. Les souffleurs de verre de Satsuma dans la préfecture de Kagoshima, les laqueurs de Wajima dans la préfecture d'Ishikawa, les tisserands de soie de Nishijin à Kyoto. Les forgerons de sabre de Seki dans la préfecture de Gifu, les potiers de Machiko dans la préfecture de Toshiji, chacun perpétue une tradition artisanale qui peut remonter à plusieurs siècles. Le gouvernement japonais reconnaît et soutient ces artisans à travers le système des trésors nationaux vivants. Désignation accordée aux maîtres artisans dont le savoir-faire est jugé irremplaçable et qui sont chargés de transmettre leurs techniques aux générations suivantes. Le train Shinkansen mérite d'être exploré plus en détail. La première ligne Shinkansen, la Tokedo Shinkansen reliant Tokyo à Osaka, fut inaugurée le 1er octobre 1964, 10 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. C'était la première grande vitesse ferroviaire au monde et elle fit sensation dans le monde entier. En 60 ans d'exploitation, le Shinkansen a transporté des milliards de voyageurs sans aucun accident mortel dû aux trains eux-mêmes, un record de sécurité absolument extraordinaire. Le réseau Shinkansen s'étend aujourd'hui de l'extrémité nord de Honshu à Kagoshima en passant par la ligne de Kyushu, soit plusieurs milliers de kilomètres de voies à grande vitesse. Les dernières générations de Shinkansen, comme le N7 Senses ou le Alpha X en test, atteignent des vitesses de pointe supérieures à 360 km/h. La conception de ces trains est une merveille d'ingénierie. Le nez de canard du Shinkansen Hayabusa, long de 15 mètres, est conçu pour réduire l'effet de détonation sonique qui se produisait quand les trains entraient à grande vitesse dans les tunnels. Le métro de Tokyo est l'un des réseaux de transport souterrain les plus complexes et les plus fréquentés du monde. Il compte plus de 200 stations et plusieurs centaines de kilomètres de voies. Géré par 2 opérateurs différents, Tokyo Metro et Toei Subway,
auxquelles s'ajoutent les lignes de Surface JR et plusieurs compagnies privées. Naviguer dans ce réseau peut sembler intimidant pour un visiteur étranger. Mais les systèmes de signalétique multilingue et les applications de navigation ont considérablement simplifié les déplacements. Aux heures de pointe, des Shia, pousseurs officiels, étaient autrefois employés pour aider les voyageurs à monter dans les wagons bondés. Une image devenue emblématique de la densité urbaine tokyoïte. Le système scolaire japonais commence par 3 années de maternelle optionnelle, suivies de 6 années d'école primaire, 3 années de collège et 3 années de lycée. L'école primaire et le collège sont obligatoires. Les uniformes scolaires sont portés dans la plupart des établissements secondaires et leur style varie selon les écoles. Le gakuran, l'uniforme masculin à col montant d'inspiration militaire prussienne, est caractéristique des collèges et lycées japonais. Le serafuku, l'uniforme féminin de style marin blanc et bleu marine, est devenu une icône de la culture populaire japonaise et apparaît dans d'innombrables mangas et animes. Les clubs sportifs et culturels, bukatsu, occupent une place immense dans la vie lycéenne japonaise, avec des membres qui s'entraînent souvent plusieurs heures par jour. Parfois le matin avant les cours et le soir après les cours. La médecine japonaise est à la croisée de la médecine occidentale moderne et de traditions médicales plus anciennes. La médecine Kanpo, médecine traditionnelle japonaise dérivée de la médecine chinoise, est officiellement reconnue et remboursée par la sécurité sociale japonaise. Les médecins peuvent prescrire des remèdes Kanpo à base de plantes médicinales préparées selon des formules ancestrales. Et certains hôpitaux proposent des consultations Kanpo en parallèle des traitements allopathiques occidentaux. La médecine japonaise a également contribué des innovations importantes à la médecine mondiale, notamment dans les domaines de l'endoscopie, de la chirurgie mini-invasive et de la recherche sur le cancer gastrique, particulièrement fréquent au Japon. La mode japonaise est un univers à part entière. Tokyo est reconnue comme l'une des capitales mondiales de la mode avec Paris, Milan, New York et Londres. Le quartier de Harajuku, et notamment sa célèbre rue Takeshitadori, est le lieu de naissance et d'expression de nombreux styles vestimentaires avant-gardistes qui ont influencé la mode mondiale. Le style kawaii, qui valorise tout ce qui est mignon, coloré et enfantin, est né au Japon et s'est répandu dans le monde entier. La mode Lolita, qui évoque les robes victoriennes et les poupées de porcelaine dans une esthétique très élaborée, est portée par des communautés de passionnés dans de nombreux pays. Le style Harajuku et ses multiples sous-genres ont inspiré des artistes pop comme Gwen Stefani et des créateurs de mode qui ont intégré ces influences dans leurs collections. Les grands couturiers japonais ont également eu un impact immense sur la mode internationale. Issey Miyake, connu pour ses plissés révolutionnaires et sa vision de la mode comme wearable art, est l'un des créateurs les plus influents du XXe siècle. Yohji Yamamoto, avec ses vêtements noirs oversize et déconstruits, a profondément influencé la mode avant-garde internationale depuis les années 1980. Rei Kawakubo de Comme des garçons a poussé les frontières de la mode encore plus loin, questionnant les notions même de beau et de corps dans des collections qui ressemblent parfois davantage à des installations artistiques qu'à des vêtements. Ces créateurs japonais ont amené sur les podiums de Paris et de New York une esthétique nouvelle, plus conceptuelle et plus philosophique que ce que la mode occidentale produisait jusqu'alors. La photographie japonaise a elle aussi ses grands maîtres. Dedo Moriyama, connu pour ses photographies granuleuses en noir et blanc de la rue japonaise, a capturé pendant des décennies la dureté et la vitalité de la vie urbaine japonaise. Hiroshi Sugimoto photographie les cinémas abandonnés avec des poses si longues que l'écran devient un rectangle de lumière blanche, et les océans dans une horizontalité quasi abstraite. Rinko Kaoshi produit des images d'une douceur et d'une poésie extraordinaires, capturant des moments fugitifs de lumière, d'eau et de vie quotidienne. Ces photographes, et de nombreux autres, constituent une scène photographique japonaise d'une richesse et d'une originalité reconnue dans le monde entier. Les contes traditionnels japonais, les mukashi banashi, sont un autre trésor de la culture nationale. Momotaro le garçon pêche, né d'une pêche géante trouvée dans une rivière par une vieille dame, qui part combattre les démons avec ses amis un chien, un singe et un faisan. Urashima Taro, le pêcheur qui sauve une tortue et est emmené au palais du roi des mers au fond de l'océan, mais qui en revient après quelques jours pour trouver que des siècles se sont écoulés sur Terre. Kaguya-hime, la princesse Kaguya, née d'une tige de bambou lumineuse, qui doit finalement quitter la Terre pour rejoindre son vrai foyer sur la Lune. Issimboshi, le petit pouce japonais, pas plus grand qu'un doigt, qui part faire fortune dans la capitale avec un bol à riz comme bateau et une baguette comme rame. Ces histoires, transmises oralement depuis des générations, reflètent les valeurs et les croyances de la société japonaise. La bonté récompensée, la loyauté, le respect de la nature.
et les conséquences des désirs excessifs. Les matsuri de l'automne au Japon sont peut-être encore plus beaux que ceux de l'été. Les érables japonais, les momiji, se parent de rouge et d'orange dans des explosions de couleurs qui rivalisent avec les sakuras du printemps. La pratique du momijigari, la chasse aux feuilles d'automne, est comme le hanami du printemps. Les familles et les amis se rassemblent dans les parcs et les jardins pour contempler la beauté éphémère des couleurs automnales. Les montagnes de Nikko, les jardins d'Arashiyama à Kyoto, les parcs de Nara, tous ces lieux sont transformés en palettes de peintres par l'automne japonais. Dans une progression de teintes allant du vert au jaune, à l'orange, au rouge vif, selon l'espèce et l'exposition. Dans la clarté froide des matins d'automne au Japon, l'air est vif et transparent. Les montagnes se découpent nettement sur le ciel bleu. Les rizières sont dorées, prêtes pour la moisson. Les agriculteurs se lèvent tôt pour rentrer le riz avant les premières pluies d'automne. Les enfants portent des vestes plus lourdes pour aller à l'école. Les villes préparent leurs illuminations de fin d'année. Le Japon se prépare pour l'hiver, pour les neiges qui couvriront bientôt les sommets et les plaines du nord, pour les bonanké. Les fêtes de fin d'année qui réunissent collègues et amis pour célébrer et se dire au revoir à l'année qui se termine. Tout cela, vous n'en avez plus besoin ce soir. Ce soir, il n'y a que le silence, que votre respiration lente et régulière, que le poids de votre corps qui s'abandonne à la fatigue bienheureuse. Le Japon continuera d'exister pendant votre sommeil. Les fleurs de cerisier qui n'ont pas encore éclos attendront patiemment le printemps. Les pêcheurs sortiront en mer à l'aube. Les trains partiront à l'heure exacte. Les moines méditeront dans leur temple. Et vous dormirez. Profondément. Paisiblement. Bonne nuit. Le Japon a exporté dans le monde entier ses arts de combat, ses mangas, sa gastronomie, mais il a aussi importé et transformé des influences du monde entier en quelque chose de profondément japonais. Le baseball, introduit au Japon dans les années 1870 par des professeurs américains, est devenu l'un des sports les plus populaires du pays. La Nippon Professional Baseball League, fondée en 1936, compte 12 équipes et suscite une passion nationale comparable à celle que le football inspire en Europe et en Amérique du Sud. Des joueurs japonais comme Ichiro Suzuki, Hideki Matsui et récemment Shohei Ohtani ont conquis les ligues majeures américaines avec des performances remarquables. Le football, bien qu'arrivé plus tard au Japon, connaît une popularité croissante depuis la création de la J-League en 1993. L'équipe nationale japonaise de football s'est qualifiée pour tous les mondiaux depuis 1998 et a régulièrement atteint les huitièmes de finale. Surprenant parfois des nations au passé footballistique bien plus long. La victoire du Japon face à l'Allemagne et à l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar est restée dans les mémoires comme l'une des sensations du tournoi. Le sumo est le sport national du Japon par excellence. Ce sport de lutte d'une ancienneté millénaire, dans lequel deux lutteurs corpulents s'affrontent dans un anneau circulaire de sable appelé doyo, est à la fois un sport de compétition intense et un rituel shinto chargé de symboles. Les rikishi, les lutteurs de sumo, suivent un mode de vie extrêmement codifié dans des écuries, eiya, où ils vivent, mangent et s'entraînent ensemble. Le shankonab, un copieux ragoût nutritif consommé en grande quantité, est leur nourriture principale. Les tournois de sumo se déroulent 6 fois par an dans différentes villes du Japon, et les places pour les tournois de Tokyo à la Ryogoku Kokugikan sont souvent trop rares pour les nombreux fans. Voilà. Le voyage est terminé. Vous avez traversé tout le Japon, de ses îles les plus septentrionales à ses atolls du Pacifique, de ses sommets enneigés à ses fonds marins, de son passé millénaire à son futur technologique. Vous portez maintenant en vous quelque chose de ce pays extraordinaire. Et peut-être, dans vos rêves ce soir, verrez-vous des cerfs de Nara vous regarder avec leurs grands yeux doux, ou une lanterne flottant sur une rivière dans la nuit d'août. Ou les premiers rayons du soleil sur le Fuji depuis les nuages. Dormez bien. Le Japon vous attend toujours, avec ses temples silencieux, ses forêts de bambou, ses ryokans chaleureux et ses sources thermales fumantes sous les étoiles. Il sera là demain, intact dans sa beauté millénaire, prêt à vous accueillir à nouveau si vous voulez le visiter, dans vos rêves ou en réalité. Pour l'instant, laissez toutes ces images s'estomper doucement, comme une aquarelle dont les couleurs se fondent dans l'eau claire. Ne gardez que la douceur, que la paix, que le silence. Bonne nuit, encore une fois, bonne nuit. La nuit est douce. Le monde est en paix. Vous êtes en paix. Les îles du Japon dorment dans l'océan, bercées par les vagues. Les étoiles brillent. Tout est calme. Tout va bien. Dormez maintenant, profondément, jusqu'au matin.